Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme et en partenariat avec l'association Femmes et Sciences et le laboratoire Janssen, l'Université de Rouen-Normandie est honorée d'accueillir Madame Claude Grison, directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et d'innovation écologique Chimico-IMR 5021 du CNRS à Montpellier. Madame Grison, nous sommes sincèrement ravis de vous accueillir dans le cadre de votre conférence digitale sur le défi des solutions données sur la nature, au cours de laquelle les auditeurs pourront découvrir les méthodes développées pour décontaminer les sols et l'eau grâce à des plantes. Cette innovation vous a valu le prix de l'inventeur européen de l'année 2022. Avant de débuter votre conférence, nous laissons dans un premier temps la parole à Hélène Castel-Gandolfo qui va nous en dire un peu plus sur votre parcours. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, je vais faire très très court, Claude, parce que j'ai cru déjà vous rencontrer au cours d'une conférence que vous avez donnée au Cancéropole et j'ai pu déjà aussi apprécier votre humilité. Et je sens qu'il faut pas faire trop long sur ces questions-là. Moi, je voulais rappeler, comme l'a dit Béatrice, que vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et innovation écologique. Vous êtes à l'origine du concept de l'éco-catalyse qui a fait émerger un nouvel axe de recherche à l'interface de la chimie bio-inspirée et de l'écologie scientifique. Ce concept, il correspond à une approche globale du développement durable et je crois que pouvoir dire qu'il fait un écho particulier ici à l'Université de Rouen-Normandie, ce qui permet des débouchés sur l'élaboration d'une nouvelle filière verte qui s'appuie sur la réhabilitation écologique des sites pollués ou dégradés, la préservation des zones humides et une valorisation chimique et économique inédite des phytotechnologies développées. C'est vraiment l'ensemble de votre travail. Personnellement, je recommande aux auditeurs qui viennent assister à la conférence la lecture passionnante de 2 articles de presse. Il y en a sans doute d'autres, mais ceux-là sont très, très intéressants. Le journal du CNRS et le numéro 13 de la revue Carnet de sciences. Vous y trouverez le chemin scientifique du professeur Grison, qui démarre à l'université de Nancy, puisque des mathématiques, vous vous orientez vers la chimie, mais aussi votre chemin de pensée que l'on peut deviner lorsque vous déclarez, ce que j'ai beaucoup aimé, que la chimie, mais je crois on doit pouvoir le dire les sciences, est un carrefour de plusieurs disciplines. Elle est proche de la physique et requiert l'utilisation de beaucoup d'outils mathématiques, mais aussi fait partie intégrante de l'étude de la vie grâce à la biochimie et la chimie organique. Et pour s'exprimer correctement, décrire ses recherches et prendre du recul, il faut jongler avec un peu de littérature et de philosophie. Voilà ce que vous nous proposez. Et je pense que c'est avec et grâce à tout cela que vos activités de recherche ont conduit à la création de 2 entreprises, BioInspire et Laboratoire Bioprotection. Vous êtes l'auteur de plus de 175 publications et ouvrages, 45 brevets, 192 conférences. Vos travaux ont été récompensés par de nombreux prix, on l'a dit, dont le prix de l'inventeur européen 2022, et je vous avais entendu à cette occasion à France Inter lors de cette magnifique occasion. Vous avez reçu aussi le prix Alexandre Joannides de l'Académie des sciences 2016, le prix Homme Nature de la Fondation Sommer 2016 et par exemple la médaille de l'innovation du CNRS en 2014. Par ailleurs, vous êtes membre de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Académie européenne des sciences. Alors, nous sommes très heureux que vous nous fassiez l'honneur de cette conférence passionnante et inspirante, puisque je crois que vous allez nous montrer qu'il est possible d'intégrer activité économique, optimisme technologique et recherche de stratégies environnementales innovantes comme véritable vecteur du développement durable. Donc, professeur Grison, la parole est à vous. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Hélène Castel, pour cette introduction et également votre invitation. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens partager mes recherches avec l'Université de Rouen-Normandie, en particulier dans un contexte de réflexion sur le développement durable qui est clairement au cœur des activités que j'essaie de développer dans mon laboratoire. Donc, je vous propose de découvrir un petit peu cette interaction positive, à mon sens, entre 2 disciplines qu'on a classiquement l'habitude d'opposer, l'écologie et la chimie, et qui, ici, vous allez voir, donc ont de très belles choses à partager, en particulier s'inscrire dans une démarche définie par la Commission européenne comme des solutions fondées sur la nature, dont l'objectif est vraiment celui du développement durable, c'est-à-dire apporter des bénéfices pour l'environnement, bien sûr, à l'aide de solutions naturelles, mais qui vont également apporter des bénéfices pour la société et pour l'économie. Alors,
Donc, les recherches que je vais vous présenter s'inscrivent vraiment dans une réflexion qui a eu lieu fin décembre 2022 à travers ce qu'on appelle la COP 15 biodiversité, dont le bilan est très clair. Le déclin de la biodiversité est causé par 5 grands facteurs clés, dont certains sont connus, d'autres moins. Le premier, c'est le changement d'usage des terres, dû donc à notre développement urbain, dû donc à la déforestation, dû à la perte de zones humides, donc qui impacte fortement des habitats naturels pour de nombreuses espèces vivantes. Deuxième cause du déclin de la biodiversité, le changement climatique, dont on entend parler quotidiennement, dû très clairement aux activités humaines, notamment à l'augmentation considérable des gaz à effet de serre. La surexploitation des ressources naturelles due à notre surconsommation continuelle, donc qui augmente chaque année, qui met en péril le renouvellement des ressources naturelles. La pollution, au sens large du terme, pollution des sols, de l'air, de l'eau, elle aussi, bien sûr, impacte la vie de nombreux êtres vivants. Dernier facteur clé, moins connu et pourtant tout aussi problématique, le développement incontrôlé d'espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire d'espèces qui n'ont rien à faire chez nous, qui ne sont plus dans leur habitat naturel, qu'on a introduit maladroitement pour nos besoins immédiats, parfois même pour notre plaisir, et qui se développent de façon inconsidérée, qui posent des problèmes écologiques, économiques, mais également sanitaires. Donc, face à ces 5 grands problèmes, eh bien, le laboratoire que je dirige a choisi de concentrer ses efforts sur 2 grands sujets, celui de la pollution des sols et pollution de l'eau, en essayant de mettre en œuvre des solutions naturelles, et dans un deuxième temps, celui de ces fameuses espèces exotiques envahissantes sur lesquelles on reviendra. Comment relever de tels défis? Eh bien, en s'inscrivant selon la démarche qui est donc officielle et qui est celle de la stratégie nationale de la biodiversité. Donc, développer ces fameuses solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire qui s'inspirent de la nature et qui sont déjà existantes dans la nature, en essayant de les concevoir sur le long terme. Pour qu'elles soient conçues sur le long terme, qu'elles soient durables, pérennes, une deuxième condition est absolument nécessaire, pas être naïf, il faut qu'elles soient économiquement viables. Et donc, c'est ce deuxième aspect, donc qui n'est pas forcément simple et qui doit être cohérent avec les solutions fondées sur la nature. Donc, il faut un développement économique de ces solutions naturelles qui vont elles-mêmes respecter la nature. Sinon, tout ça n'aurait aucun sens. Comment y parvenir? Eh bien, pour nous, la stratégie globale est tout d'abord de s'intéresser aux espèces végétales. Pourquoi? Eh bien, elles sont dans un contexte particulier qui est facile à comprendre. Elles sont, contrairement aux autres êtres vivants, contraintes à l'immobilisme. Et donc, quand elles sont soumises au stress dû aux activités humaines, notamment par exemple de pollution, ou elles ne sont plus dans leur habitat naturel, eh bien, elles n'ont que 2 choix. Soit elles vont s'adapter au stress auquel on les soumet, soit elles vont disparaître. Et donc, cette situation particulière des espèces végétales, en fait, est à l'origine de capacités d'adaptation remarquables des espèces végétales face à ces scénarios, notamment de pollution, de réchauffement climatique. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer pour développer ces solutions naturelles. On va tout d'abord s'intéresser à la pollution du sol, des écosystèmes terrestres. On s'est rendu compte dans certains scénarios de pollution importants, notamment en France, dans le sud de la France, pas très loin de mon laboratoire, notamment dans le Gard, donc que certaines espèces végétales arrivaient à survivre de façon très surprenante dans des sols très pollués. Donc schématiquement, il faut imaginer un sol qui est très contaminé dû à d'anciennes activités minières où on lavait le minerai, où on l'entreposait. Et on a pu découvrir que malgré des concentrations inouïes en éléments métalliques, jusqu'à 800 fois supérieures à ce que tolèrent les normes européennes, certaines plantes survivaient. Elles toléraient cette pollution. Mieux encore, elles étaient capables de séquestrer cette pollution au niveau des racines, donc de les internaliser, de les transporter, puis d'aller les stocker dans les parties aériennes, dans les feuilles notamment, en les mettant bien à l'abri, comme pour s'en protéger. C'est ce qu'on appelle la phytoextraction, qui est un phénomène complètement naturel et absolument sidérant d'un point de vue fonctionnel au niveau de la plante. C'est une curiosité scientifique absolument extraordinaire. Quand on a mieux compris la physiologie de ces plantes qui font de la phytoextraction,
on a essayé de les développer à grande échelle pour restaurer ces sols complètement dévégétalisés avec des plantes qui supporteraient des concentrations métalliques très élevées. Très vite s'est posée la question du devenir de ces feuilles très chargées en éléments métalliques. Est-ce que ça allait être de nouveaux déchets quand ces plantes allaient mourir? Est-ce que des herbivores qui viendraient grignoter ces plantes seraient problématiques et une entrée de pollution dans la chaîne alimentaire? Est-ce que ces techniques de phytoextraction à grande échelle pourraient être économiquement viables? Toutes ces questions avaient une réponse commune, il fallait absolument être capable de les valoriser. Après beaucoup de réflexions, eh bien, on a choisi de transformer ces feuilles très riches en métaux en ce qu'on a appelé des éco-catalyseurs. Tout simplement des catalyseurs pour la chimie. Pourquoi? Parce que pour qu'une réaction chimique ait lieu, il faut lui apporter de l'énergie. Et en chimie, eh bien, les catalyseurs les plus fréquents, ce sont précisément des espèces métalliques. Donc on a choisi de les utiliser comme catalyseurs, mais qui ne viendraient plus non plus de l'extraction minière, avec l'impact environnemental qu'on lui connaît, mais qui viendraient de ces plantes qu'on utiliserait pour restaurer des sites miniers, voire des sites industriels. Donc c'était une première, montrer que des plantes pourraient nous fournir des catalyseurs métalliques donc biosourcés, pour alimenter la construction de molécules complexes d'intérêt, permettre leur faisabilité, en revisitant complètement l'usage de ces éco-catalyseurs dans une chimie verte, durable, au sens vraiment strict du terme. Donc tout ceci a été le début de cette longue histoire qu'on a développée à grande échelle, tout d'abord en France, donc dans le sud de la France, puis donc sur le bassin méditerranéen, notamment en Grèce, en Chine, et également de façon très intense en Nouvelle-Calédonie, qui a été pour nous une expérience extraordinaire. Pourquoi? La Nouvelle-Calédonie a été pendant très longtemps donc un des plus gros producteurs de nickel au monde, et encore très récemment. Et avec, on va le voir, une biodiversité tout aussi exceptionnelle, avec énormément de plantes qui sont capables de faire de la phytoextraction. Donc voilà l'histoire. Vous voyez là, nous sommes au point de départ, dans les Cévennes, et donc on est là en repérage sur un sol extrêmement pollué au plomb, cadmium, zinc et fer. Et nous avons découvert, malgré ce haut degré de pollution, ces plantes capables de tolérer cette pollution et d'extraire les métaux en fait dans leurs feuilles. Alors certes, leur développement était complexe. Ces plantes étaient stressées par cette concentration métallique très élevée, mais pourtant elles existaient, elles survivaient. Donc c'était vraiment quelque chose de passionnant. Donc on a essayé de mieux comprendre et qui nous a permis de les identifier, de mieux comprendre leur physiologie. Et parmi elles, il y en a une qui nous a beaucoup interpellés, là, qui est au milieu, que si vous êtes botaniste, vous la connaissez peut-être, Antilles vulneraria. C'est une légumineuse. Mais c'est une légumineuse exceptionnelle qui accumule des taux de zinc absolument très très élevés donc, dans les feuilles. Alors qui dit légumineuse interpelle. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'elle peut être le point de départ d'un grand programme de phytoextraction destiné à revégétaliser, recouvrir tout ce sol très très contaminé par ces plantes, ce qui est un couvert végétal idéal pour limiter l'envol des poussières métalliques vers les habitations voisines. Donc une légumineuse est une opportunité rare dans le domaine, mais ça nous a beaucoup interpellés. Pourquoi? Parce que même si elle hyperaccumule du zinc en concentration très élevée dans ses feuilles, elle a un fonctionnement classique de légumineuse. C'est-à-dire, eh bien, vous voyez ces racines ici prises en photo, vous voyez ces petites déformations qu'on appelle des nodosités racinaires qui abritent une espèce bactérienne. La plante a accepté de se laisser contaminer par une bactérie. Ça nous a beaucoup interpellés parce que ce sol était tellement contaminé que la biodiversité bactérienne était très faible. On a identifié la bactérie qui était abritée dans ses racines. Cette espèce était nouvelle. Il a fallu la caractériser d'un point de vue génotypique, phénotypique et comprendre son métabolisme. Pourquoi elle avait survécu alors que la plupart des autres avaient disparu? C'est une grosse question à laquelle on voulait répondre. Pourquoi? Parce que c'est une richesse, cette bactérie, pour la plante. Elle est capable d'absorber l'azote qui est dans l'air et de le transformer en ce qu'on appelle l'ammonium, tout simplement, l'engrais le plus naturel possible. Et dans un site minier très pollué, il n'y a quasiment plus d'azote, plus d'engrais. Donc une opportunité pour restaurer ces sols très dégradés, très contaminés. Donc on a étudié donc cette bactérie, on a appris à mieux la connaître, on a vu qu'elle avait un métabolisme tout à fait inhabituel.
Bah, par exemple, elle ne gère pas le glucose qu'il y a dans le sol comme les autres. Plutôt que de faire de la glycolyse, elle transforme le glucose en ce qu'on appelle le KDG, un sucre rare, tellement rare que en chimie, on ne le connaît pas. Il a fallu le synthétiser pour vérifier cette hypothèse de transformation du glucose, donc l'énergie de la bactérie, en KDG. Donc un effort de chimie. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des cultures de ces bactéries, et on les a enrichies en KDG. Et on a vu que les bactéries se multipliaient beaucoup plus vite. Alors oui, elles se nourrissaient en KDG pour se développer. On avait réussi à développer un milieu de culture favorable donc à cette nouvelle espèce bactérienne qu'on a baptisée Rhizobium metallidurans. C'était très important parce que cette bactérie vivait en symbiose avec la légumineuse dans les racines, les nodosités que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, dans les serres du laboratoire, nous avons montré l'apport important d'une meilleure connaissance de cette bactérie qui vit en symbiose avec la légumineuse. Vous voyez que si on développe la légumineuse avec du glucose, elle a du mal à se développer. En revanche, si on met en contact avec cette légumineuse la bactérie qu'on nourrit au KDG, vous voyez que donc la légumineuse se développe beaucoup plus vite. Donc ça a été un facteur clé qui a permis qu'on avait compris le fonctionnement de cette légumineuse hors norme et qu'on était capable de la développer de façon intense et productive sur le site minier. C'est ce qu'on a fait. Après 4 années d'efforts de recherche pour mieux comprendre son fonctionnement, on l'a développé sur le site minier très pollué avec l'autre accumulateur de zinc du site qui fait aussi de la phytoextraction. Donc ça a été un développement de ces deux espèces côte à côte. Et très vite derrière, donc la nature a repris ses droits et d'autres espèces se sont développées naturellement, spontanément, pour introduire donc un couvert végétal pérenne sur ce site. Cette première expérience sur un site très contaminé nous a beaucoup encouragés à poursuivre cette technologie donc de restauration d'un site très pollué et pour donc le développer à plus grande échelle, donc là où l'activité minière existe, la Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est un territoire qui est vraiment idéal dans ce contexte pour 2 raisons. Tout d'abord, il est magnifique. Donc ça, c'est la première chose. C'est un point chaud de la biodiversité mondiale et à juste titre. On dit qu'il y a plus de 80% d'espèces endémiques, c'est-à-dire d'espèces qu'on va trouver nulle part ailleurs, qui sont vraiment propres à la Nouvelle-Calédonie. Et parmi ces espèces endémiques, beaucoup d'espèces végétales qui se sont habituées à l'histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire beaucoup d'éléments métalliques dans le sol, en particulier beaucoup de nickel. Donc tout ceci est très important. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ça va en fait nous aider à protéger donc le lagon calédonien, qui est un des plus grands au monde et un des plus jolis, qui est classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc effectivement, sur cette terre du nickel, due donc à cette histoire géologique très particulière, on a pu identifier des arbres comme celui-ci que vous voyez à la sève bleue. Pourquoi bleu? Parce que cet arbre est capable de survivre sur un sol très riche en nickel. Donc le nickel est toxique pour nous, mais aussi pour les plantes. Cet arbre accumule sans arrêt le nickel en telle proportion qu'on peut en trouver jusqu'à 20% en fait dans sa sève, donc une véritable folie végétale qui va être stockée là encore dans les parties aériennes. Donc on a beaucoup d'espèces qui se comportent comme ça et qui arrivent à survivre avec des taux d'éléments métalliques très élevés. Ça a été le point de départ pour essayer de restaurer en fait ces sites miniers, donc où l'activité minière se fait à ciel ouvert et où après l'activité, les sols sont tellement dégradés que la végétation en fait a disparu. Et c'est important, on est dans le Pacifique Sud avec des orages tropicaux violents, voire des cyclones, et donc des sols complètement dévégétalisés, donc qui sont érodés. Donc l'eau ruisselle sur ces sols donc érodés, entraîne les éléments métalliques dans les rivières et se retrouve dans le lagon calédonien. Et je ne parle pas des déchets miniers générés donc en quantité abondante. Donc notre hypothèse était de faire comme dans les Cévennes, utiliser ces arbres qui savent survivre sur des sols très riches en éléments métalliques comme le nickel et essayer de les développer sur sites miniers. Alors tout ça n'est pas facile, il faut bien le voir. Donc vous voyez un petit peu une image d'une opération de transformation du minerai très performante, assez moderne, mais qui est juste à côté du lagon calédonien qui est donc très exposé.
Donc les enjeux sont considérables en termes d'impact environnemental, de concentration très élevée en éléments métalliques, mais comme je vous le disais, des sols complètement érodés. Là, vous voyez, donc on va chercher le minerai assez en profondeur. Donc ça détruit définitivement les sols, plus de végétation, et donc un risque donc de ces sols érodés, c'est d'emporter tout au moindre cyclone. Donc on s'est appuyé sur cette technique de phytoextraction de ces arbres qui accumulent le nickel, voire le manganèse sur le territoire, pour restaurer, d'un point de vue écologique, ces sites miniers. Donc la restauration écologique n'est pas simplement un joli terme, hein, c'est très cadré, des objectifs précis qui donc s'inscrivent dans un cahier des charges qui est un petit peu l'équivalent de la chimie verte, hein, qui elle aussi a ses principes. Là, c'est pareil. Alors, pour atteindre ces objectifs de restauration écologique, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup de sites miniers sont en altitude, donc c'est une contrainte pour les plantes. Le climat, c'est pas si simple. En gros, si je fais simple, il y a 2 saisons. Une saison sèche qui est très rude pour de jeunes plants où il ne tombe pas une goutte d'eau, avec une alternance donc de zones humides où les orages peuvent être extrêmement violents et en peuvent emporter nos jeunes plants. La plus grosse difficulté, c'est quand même bien la composition du sol. Alors, plein d'éléments toxiques pour les plantes, nickel, manganèse, chrome, cobalt, et très peu d'éléments nutritifs qui sont nécessaires pour le développement d'une plante. Très peu de phosphore, de calcium, de potassium ou de sodium. Donc, des obstacles majeurs, et pourtant, un cahier des charges ambitieux qui commence par installer nos espèces pionnières, grégaires, ces plantes qui sont capables de faire de la phytoextraction, capables de survivre sur ces sols et d'extraire soit le nickel, soit le manganèse. Comme dans les Cévennes, installer des légumineuses qui tolèrent la pollution, qui vont réintroduire de l'azote dans le sol. Et en troisième étape, augmenter la biodiversité des espèces introduites pour essayer donc de reconstruire les écosystèmes les plus proches possibles de ce qu'ils étaient avant dégradation. Voilà, donc tout ceci a été fait en collaboration avec les opérateurs miniers français sur l'ensemble du territoire des 2 provinces sud et nord de Nouvelle-Calédonie, où on a essayé de respecter la biodiversité locale et en suivant pendant 10 ans la croissance des plants qu'on installe tout petits et qui deviennent des arbres jusqu'à 10 mètres de haut quand ils sont à maturité. Donc beaucoup d'efforts sur site pour montrer qu'on pouvait restaurer ces sites miniers avec des solutions naturelles, ces plantes adaptées à ces contextes de forte concentration d'éléments métalliques dans le sol. Donc tout ceci a été donc extrêmement intéressant, très riche d'un point de vue scientifique, mais a montré que les espèces végétales survivaient, se développaient. Donc vous les voyez 18 mois après leur installation, donc une envergure d'environ 1,80 m, et ça n'est que le début. Donc tout ceci donc est intéressant, à montrer que les solutions naturelles étaient donc possibles, pouvaient restaurer de façon pérenne ces sites miniers. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas suffisant. Ça, c'est la première étape. Il faut aussi que ces efforts écologiques soient pérennes et donc économiquement viables. Donc l'idée, comme je l'ai exposé, c'est de transformer les feuilles en des éco-catalyseurs, les premiers catalyseurs métalliques biosourcés d'origine végétale. Ça nous a permis de revisiter toute la chimie. Donc, s'il y a quelques chimistes parmi vous, je répondrai peut-être plus précisément lors de la discussion sur l'usage en chimie. Mais d'un point de vue global, on a revisité l'ensemble des grands mécanismes de la chimie. Catalyseur acide, catalyseur pour faire la réduction, faire l'oxydation. Et la grande surprise à chaque fois, c'est que les éco-catalyseurs qu'on a générés grâce aux plantes étaient très différents des catalyseurs conventionnels de la chimie. C'était complexe. C'est-à-dire, quand une plante accumule le manganèse, le catalyseur a du manganèse, bien évidemment, mais aussi les éléments physiologiques de la plante associés. Donc, des structures complexes qui ont été un véritable défi en chimie des matériaux pour les caractériser. Mais ça a été aussi un vrai bonheur pour découvrir leur potentiel, donc dans une chimie verte avec un essai de contrôle de l'empreinte environnementale des procédés où on les a utilisés pour construire des molécules d'intérêt. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est tout ce qui est oxydation. Je vais y revenir, c'est un défi actuellement en chimie verte d'avoir des catalyseurs oxydants qui sont capables de respecter l'environnement et bien évidemment l'homme aussi. Donc ça a été un vrai bonheur et beaucoup d'humilité par rapport aux résultats. C'est-à-dire que nos éco-catalyseurs, en fait, on a pu voir qu'ils avaient une empreinte végétale. C'est-à-dire que ce n'était pas le chimiste qui était doué derrière, c'était la plante qui était douée
et qui mettait à notre disposition eh bien, une association du manganèse et du calcium, donc d'origine très végétale, qui était colocalisée dans les feuilles au même endroit et qui allait générer cette association unique que les plantes nous permettent d'avoir. Donc c'est la plante qui fait le travail, dont le chimiste bénéficie derrière. Donc des matériaux nouveaux qui montre tout le travail de la plante. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au synchrotron Soleil, donc à Paris, un bel outil qui nous a permis de voir dans les feuilles mêmes que le manganèse et le calcium étaient vraiment aux mêmes endroits, donc dans les compartiments foliaires, et généraient ces éco-catalyseurs où le manganèse et le calcium étaient également au même endroit. Donc c'est voilà, encore une fois, vraiment l'empreinte végétale est dans le catalyseur. C'est des choses qu'on n'arrive pas à reproduire d'un point de vue synthétique, c'est très compliqué, on n'y arrive pas, et la plante le fait à merveille, et met vraiment à notre disposition des outils pour la chimie qui sont assez uniques. Alors, je parle que des réactions d'oxydation pour pas être trop ennuyeuse au niveau de la chimie. Alors, pourquoi s'intéresser aux réactions d'oxydation avec ces catalyseurs? Eh bien, vous connaissez certainement la réglementation REACH, la réglementation européenne de la chimie, qui fait clairement savoir que les réactifs et les catalyseurs oxydants en chimie posent problème en termes de toxicité et d'écotoxicité et qu'il faut absolument trouver des alternatives. Et bien là, en fait, ces catalyseurs qui viennent des plantes qui accumulent le manganèse le permettent. Pourquoi? Parce que cette association calcium-manganèse que la plante met à notre disposition sont le mime parfait de ce que la nature utilise sous nos yeux dans toutes les plantes chlorophylliennes. Quand on regarde un petit peu la photosynthèse dans une plante, qui est une véritable usine chimique, si on s'intéresse à une étape particulière, l'oxydation de l'eau en oxygène est réalisée par la plante justement par une association de manganèse et de calcium. C'est ce qu'on appelle techniquement le cofacteur du photosystème 2. Mais on a reproduit la même chose, sans forcément d'ailleurs l'avoir anticipé, grâce à ces plantes qui accumulent le manganèse et qui mettent à notre disposition des oxydants qui sont des mimes de ce que fait toute plante chlorophyllienne. Et on a vu tout leur potentiel. Bon, la nature, en général, je dis souvent, est la plus grande chimiste. Voilà, c'est une réalité. Ça nous a permis d'avoir des éco-catalyseurs très actifs et de revisiter toute la chimie d'oxydation, donc en synthèse organique, avec profit. Donc j'aime bien aussi montrer ce que ça devient, ces efforts de recherche, parce qu'on a quand même la volonté qu'ils soient utiles. Donc c'est un peu une obsession chez nous. Et aujourd'hui, on a le bonheur de dire que les opérateurs miniers français donc, nous suivent et nous portent bien dans le développement en fait de ces activités, puisque nous sommes en train de construire de grands projets, dimension vraiment industrielle, en Nouvelle-Calédonie, pour utiliser donc cette flore calédonienne donc absolument extraordinaire, pour restaurer les sites miniers à très grande échelle. Et vous voyez là l'image d'une plante qui accumule le manganèse, qui fournit ses oxydants biomimétiques, avec la volonté de restaurer les sites et de produire les éco-catalyseurs en Nouvelle-Calédonie pour développer cette activité économique qui est associée à la restauration écologique des sites miniers. Donc c'est un grand projet donc qui est en plein développement donc en Nouvelle-Calédonie et qui pour nous donc est un effort certes de transférer tout ça vers le milieu industriel, mais qui est un peu un aboutissement de nos travaux de recherche. Je vais passer au deuxième volet. Quand on travaille sur la pollution des sols, on voit vite que l'eau est impactée. Et là, vous avez l'image d'un site minier. Bon, c'est en Sardaigne, où il y a eu aussi une activité minière dans le passé. Et donc, on voit bien que le sol est contaminé, il n'y a rien qui pousse. Mais malheureusement, il y a un continuum de pollution entre le sol et la rivière qui passe à travers le site minier, qui est directement impacté, exposé à ces sols complètement érodés. Et on peut voir pendant des kilomètres et des kilomètres cette eau polluée. On n'a pas pu rester indifférent devant cette situation. Il est très clair qu'aujourd'hui, préserver la qualité de l'eau, c'est le défi majeur. Donc, on a voulu essayer de développer aussi des solutions naturelles pour dépolluer ces écosystèmes aquatiques fortement dégradés. Et là, on a voulu s'inspirer également de plantes, mais de plantes aquatiques. Il ne s'agit plus de plantes terrestres, mais des plantes aquatiques, qui fonctionnent différemment. On a réussi à identifier des plantes aquatiques qui survivent aussi dans une eau contaminée, mais qui font mieux. Là encore, qui sont capables de séquestrer les éléments métalliques, mais ça reste dans les racines, ça ne passe plus dans les parties aériennes. Ça reste dans les racines, on va en reparler tout à l'heure, c'est important, c'est différent.
on s'est posé les mêmes questions. Est-ce qu'on est en train de générer des plantes polluées, des racines bourrées de métaux? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est encore un déchet à gérer? Est-ce que ces techniques naturelles de dépollution de l'eau, qui s'appelle ici rhizofiltration, donc rhizo parce que ça reste dans les racines, donc peuvent être économiquement viables? Est-ce qu'un industriel peut les utiliser? Eh bien, il faut savoir les valoriser. Alors, on a développé la même stratégie. Transformer ces racines riches en métaux en poudre très riche en éléments métalliques, pour montrer que ça pouvait être une nouvelle génération d'éco-catalyseurs qui pouvaient être utilisés en chimie verte pour construire des molécules complexes, des facilitateurs de réaction, donc avec de nouveaux éléments métalliques, de nouveaux éco-catalyseurs. Donc, c'est quelque chose qui a été donc, étudié finement. Et bien sûr, le guide, c'était il faut que ce soit utile en chimie organique. Donc, il faut voir si notre technique de dépollution avec nos racines de plantes aquatiques peuvent intéresser des métaux qui sont valorisables en chimie. Donc, la réponse a été oui, mais même plus que oui, complètement inattendue. On a vu que les plantes aquatiques avaient un potentiel absolument extraordinaire pour capter des éléments métalliques stratégiques, comme le palladium, dont on parle beaucoup aujourd'hui, on y reviendra, qui est un métal stratégique, qui est absent des sols européens, mais qui est pourtant indispensable pour beaucoup d'usages de la vie quotidienne, des terres rares, des métaux dits primaires, dont la raréfaction est programmée au niveau mondial, manganèse, nickel, cuivre, zinc, des métaux toxiques, malheureusement, on a dispersés dans l'environnement, comme l'arsenic, le cobalt, le plomb, le cadmium. Donc, ces plantes aquatiques avaient le potentiel pour les séquestrer. Pas toujours les mêmes plantes aquatiques, il y a de la sélectivité, mais elles pouvaient séquestrer ces éléments métalliques et en grandeur réelle, sur des cas industriels, pouvaient les séquestrer avec efficacité. Donc l'écologue se pose une question première, pourquoi ces plantes se comportent comme ça? Alors quand on y pense bien, eh bien on voit que les plantes les plus performantes sont des plantes flottantes. Et on comprend bien que pour qu'elles survivent, qu'elles arrivent à capter les éléments nutritifs dont elles ont besoin, il faut qu'elles soient super efficaces. Vous les voyez là dans un bassin, elles ont des feuilles très vertes, elles ont besoin de chlorophylle, donc elles ont besoin de magnésium pour croître. Et donc il faut qu'elles captent le magnésium qui est très dilué dans l'eau de façon hyper efficace pour développer ces feuilles et ces parties aériennes. Ça, c'est la question de l'écologue. Le chimiste lui a une question plus pragmatique, c'est mais comment font-elles pour séquestrer autant d'éléments métalliques? Eh bien, la réponse a été que la plante était ici, contrairement aux plantes terrestres, assez passive. Elles ont tout simplement une structure racinaire bien faite, qui s'explique par la chimie, c'est-à-dire à l'échelle de la molécule. Elles ont comme des antennes moléculaires capables de séquestrer des éléments métalliques de façon très efficace. Le magnésium comme un élément nutritif, mais le palladium comme élément indésirable qui ne sert pas à la plante, mais pour la plante c'est pareil. Il suffit que les propriétés chimiques soient assez voisines pour qu'elle les capte avec la même efficacité. Et ça a été un vrai révélateur. La plante est passive, tout s'explique à l'échelle de la molécule, donc à l'échelle du nanomètre. Ça voulait dire qu'une plante morte devait encore fonctionner. Ça voulait dire qu'une racine broyée sous forme de poudre pouvait encore fonctionner. Des grains du millimètre gardent la structure du nanomètre. Et effectivement, la poudre végétale fonctionne aussi bien qu'une plante vivante. Donc ça change tout, parce qu'en physico-chimie, une poudre qui capte des éléments métalliques, c'est de l'adsorption. C'est régi par des lois physico-chimiques bien connues, c'est prédictible, c'est robuste, on peut modéliser ce procédé et construire donc des batchs ou des procédés continus, en gros des colonnes, schématiquement, vous voyez là, remplies de poudre végétale. On pompe une eau, on la fait traverser à travers ces poudres végétales qui servent d'éponge à métaux, qui captent ces métaux, et si on a bien travaillé, bien modélisé notre procédé, l'eau peut être rejetée dans l'environnement. Donc ça a été une avancée considérable qui nous a permis de travailler, de construire des pilotes et de travailler sur des cas réels, donc dans différents contextes de pollution de l'eau, capter l'eau en amont de la pollution à travers nos filtres, parfois qui sont très nombreux, là 96 colonnes en parallèle, donc pour capter ces éléments polluants sur de gros débits, des effluents très pollués. Donc, on a montré que la recherche pouvait être validée au moins au stade pilote. Donc, ça nous a évidemment beaucoup excités.
Et donc, on a voulu voir si c'était valorisable en chimie, ce que ça apportait de nouveau en chimie. Finalement, donc ces catalyseurs avec ces plantes aquatiques sont montrés complémentaires des catalyseurs qui venaient des plantes terrestres. Ils pouvaient aussi catalyser les réactions que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure, être des catalyseurs acides, des catalyseurs pour l'oxydation, la réduction. Mais faire plus, donc ça parlera aux chimistes, et je suis désolée pour les autres, mais catalyser aussi des réactions de couplage croisé. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais sachez que c'est de la chimie moderne qui est à la base de la construction de nombreux médicaments assez compliqués, notamment dans le domaine du cancer. La chimie du palladium, c'est prix Nobel de 2010. C'est comment faire ces réactions si compliquées qui construisent à beaucoup de médicaments grâce au palladium. Et là, on a vu que nos éco-palladiums, c'est-à-dire qui venaient en fait de poudre végétale qui captaient le palladium des influents de l'industrie pharmaceutique, généraient des catalyseurs extrêmement efficaces. Ils avaient pile la morphologie qu'il fallait, pour être efficace en très faible quantité catalytique. Très peu de palladium suffisait pour catalyser ces réactions. Donc aujourd'hui, les perspectives de ces résultats, ils sont doubles, c'est-à-dire qu'on a un système naturel pour dépolluer des eaux très contaminées, en particulier ces éléments métalliques là que vous voyez en rouge et qui, selon le BRGM, sont vraiment dans une situation critique en termes de ressources identifiées bien sûr. Donc ça, c'est apprendre à faire du recyclage de ces métaux en voie de disparition. Et ce qui est très excitant pour nous, c'est bien sûr le palladium, dont le cours n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi? Il n'y a que 2 pays producteurs de palladium, et le pays principal producteur de palladium, c'est la Russie. Vous avez vite compris le problème. C'est vraiment une menace pour l'approvisionnement de l'industrie pharmaceutique européenne. Donc, on veut montrer en fait qu'on peut le recycler grâce à ces poudres végétales et faire des écopalladiums qui nous permettent de construire donc des molécules utilisables en chimie pharmaceutique. Donc ça, c'est en fait le développement qu'on essaie d'aboutir à l'échelle industrielle actuellement. Donc si je fais un petit bilan de l'aspect dépollution, si on fait une analyse de ce cycle de vie très simple, d'un point de vue qualitatif, on peut voir que la différence entre la catalyse classique, telle qu'elle a été conçue pendant longtemps, et l'éco-catalyse sont bien différentes. La catalyse classique, qui est indispensable en chimie, eh bien, elle commence par aller chercher des métaux, donc par l'extraction minière, donc qui ont un fort impact sur le paysage, bien sûr, mais qui détruit la biodiversité, qui érodent les sols et qui vont polluer et le sol et après donc les systèmes aquatiques. Et quand on a été chercher le minerai, il faut le transformer. Ça, c'est la métallurgie. Il faut le transformer pour en faire un catalyseur. Et on a à nouveau des procédés métallurgiques très lourds qui vont impacter fortement l'environnement, être producteurs de très nombreux déchets qu'on gère mal, et donc avoir une empreinte environnementale élevée. Quand on s'appuie sur l'éco-catalyse, le fonctionnement est très différent, puisqu'on va aller chercher les métaux, notamment dans l'eau, qui est en plein développement pour nous actuellement, grâce à nos poudres végétales qui dérivent de plantes aquatiques flottantes. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les plantes qui sont très efficaces dans ces procédés sont des plantes exotiques envahissantes. Donc des plantes aquatiques qui sont en train de recouvrir nos rivières, de proliférer de façon complètement anarchique et incontrôlée. Donc on va prélever massivement pour soulager la pression qu'elles exercent sur la vie aquatique. On les transforme en poudre végétale. Donc c'est un premier bénéfice environnemental. Donc gérer ces espèces envahissantes. Deuxième bénéfice, on va dépolluer des effluents industriels qui sont quand même assez problématiques. Donc on préserve la vie aquatique, mais on génère de nouveaux catalyseurs tels que des écopalladiums par exemple, qui nous permettent de revisiter la chimie avec des procédés qu'on veut les plus sobres possibles, qui répondent aux critères de la chimie verte et plus que ça pour nous, et évidemment qui sont recyclables. Donc oui, on a vraiment la volonté de développer toute une chaîne de valeur qui s'appuie très clairement sur les objectifs du développement durable. Voilà, je suis très ravie de pouvoir en discuter avec vous parce que c'est vraiment un des objectifs qu'on se fixe au quotidien. On pourra en discuter, voilà, si vous le souhaitez. Donc ça, c'est tout ce qui est dépollution. Mais on commence à arriver vers l'autre problème, les espèces exotiques envahissantes.
Sachez qu'un de mes collègues au CNRS a établi que les espèces exotiques envahissantes n'avaient pas qu'un impact en fait pour la biodiversité, ça avait un impact économique énorme. Il a évalué que ça coûtait chaque année à l'économie mondiale plus de 420 millions de dollars. Donc, ce qui est monstrueux, et que ces coûts augmentaient d'un facteur 4 tous les 10 ans. On se demande bien où on va. Un exemple très démonstratif de ces espèces exotiques envahissantes, au niveau des plantes, eh bien, c'est ce qu'on appelle Fallopia japonica. Vous connaissez peut-être sous son nom commun, j'ai peut-être confronté. C'est la renouée du Japon, une des espèces les plus invasives au monde. L'Europe n'y échappe pas, elle est présente sur tout le continent européen et elle pose d'énormes problèmes. Pendant des années, on a fait des efforts colossaux pour l'arracher, parce qu'elle a un système racinaire énorme, des rhizomes monstrueux. On l'a arrachée avec des moyens industriels et massifs, mais tout petit fragment d'1 centimètre de racine est source de reprise. Alors, cette méthode destructrice est complètement décourageante, donc des reprises assez inévitables. Ça coûte cher, c'est très destructeur et donc c'est un vrai problème. Donc, on a choisi, nous, d'adopter une méthode plus douce qui peut avoir un effet sur l'épuisement de la plante, c'est faire des fauches intensives répétées. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant à très grande échelle. On essaie d'épuiser cette plante en la fauchant sans arrêt pour qu'elle n'arrive pas à faire de photosynthèse. Ça fonctionne, on essaie de le suivre d'un point de vue statistique et écologique, mais c'est très long. C'est une plante coriace qui a une dynamique absolument extraordinaire, donc il faut tenir dans la durée. On en revient encore à ce problème. Comment tenir de la durée? Comment se donner les moyens pour que ça fonctionne jusqu'au bout? C'est une vraie question. Et puis l'autre question, c'est qu'on génère de quantités de biomasse extraordinaires. Donc, comment rendre ces fauches répétées donc économiquement viables? Eh bien, donc ce qu'on a vu dans ces programmes de fauche, c'est que ces plantes n'étaient pas envahissantes par hasard. On a vu qu'elles étaient hyper dynamiques parce que, notamment celle-là, cette renouée du Japon, elle avait déjà 2 fois plus de chlorophylle que les autres, donc beaucoup plus de magnésium que les autres. Et pour produire cette chlorophylle, elle avait beaucoup plus de potassium que les autres. Donc en résumé, ces plantes sont hyper dynamiques parce qu'elles ont aussi une physiologie à part qui se traduit par une composition minérale hors norme. Et pour nous, ça a parlé tout de suite. Parce qu'en chimie, des catalyseurs qui ont du magnésium, du potassium, on les connaît. C'est extrêmement intéressant. Ce sont des catalyseurs basiques. Et du coup, on les valorise là aussi en éco-catalyse. Donc, ces récoltes massives qui sont faites chaque année sont transformées en éco-catalyseurs et du coup nous permettent de construire des molécules d'intérêt avec donc des transformations complètement naturelles, sans intrants donc synthétiques, pétrosourcés dans la construction de ces molécules. Aujourd'hui, toute cette transformation, cette chaîne de valeur, de la renouée du Japon du terrain jusqu'à la molécule naturelle, sont commercialisées par la société Bioinspire qu'on a créée pour ça et qui permet vraiment de faire une chimie de synthèse 100% végétale, donc qui réduit son empreinte environnementale de façon considérable et qui arrive à obtenir les labels bio en fait du domaine. Donc on arrive à assumer jusqu'à grande échelle en fait ce projet. Deuxième type d'espèces exotiques envahissantes, donc excusez-moi, une petite erreur sur les ripos, c'est plus les espèces végétales, mais cette fois-ci animales. Et on s'est intéressé aux insectes, en particulier aux moustiques. On ne peut pas rester indifférent devant le problème des moustiques. Donc il a été publié au niveau international que 17% des maladies infectieuses étaient quand même occasionnées par les moustiques. Alors je ne sais pas comment ça se passe à Rouen, mais alors dans le sud de la France, ça fait quelques années qu'on est complètement envahi par ce fameux moustique tigre qui s'appelle Aedes albopictus. Et donc la prolifération sur le territoire français est absolument hallucinante. Là encore, c'est une des espèces les plus envahissantes. On s'est posé la question de savoir quelle action on pouvait avoir, ce qu'on pouvait proposer, donc de nouveau, pour essayer de se protéger contre ce moustique tigre qui est quand même capable d'être le vecteur d'une dizaine de virus différents, avec des virus qui sont responsables de la dengue, chikungunya, notamment, enfin des maladies qui sont quand même passablement handicapantes. Donc, comment faire?
notre démarche constante est d'essayer de s'inspirer de la nature. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo donc très simple qui est dire comment s'inspirer de la nature face à un problème comme le moustique. Donc, je vais lancer la vidéo. Et on s'est inspiré du langage de la nature. Le langage de la nature, c'est beaucoup de communication chimique entre une plante et un insecte. Vous avez l'exemple que vous avez vu sous les yeux, qu'on connaît bien donc ici, c'est la lavande. La lavande a choisi d'attirer en envoyant un message chimique le bourdon. Pourquoi le bourdon? Parce que le bourdon est son meilleur pollinisateur. Son corps velu lui plaît bien. Ça lui permet de retenir plein de pollen de la lavande et d'être très efficace pour polliniser la lavande. Mais la lavande attire spécifiquement le bourdon. On ne voit pas de moustique qui est pollinisateur. Il ne vient jamais sur la lavande, il n'est pas du tout attiré. Le bourdon l'est. Comment la lavande fait pour attirer spécifiquement le bourdon? Elle envoie un mélange de molécules qu'on appelle un bouquet floral en écologie, mais pour un chimiste, c'est un mélange de molécules naturelles, de concentration et de composition extrêmement précise. Et le bourdon se laisse séduire par une odeur irrésistible et très agréable. Il est attiré par la lavande. L'attraction fonctionne sur ce principe. On s'en est inspiré pour la répulsion, en considérant donc, que la répulsion olfactive était bâtie sur le même principe. Trouver une combinaison de molécules naturelles qui allait non plus attirer, cette fois-ci, l'insecte, là le moustique en l'occurrence, mais le repousser avec un maximum d'efficacité. Donc, tout ceci repose sur des mécanismes moléculaires qu'on connaît dans l'attraction et donc on a bâti le même raisonnement pour la répulsion. Et ceci, nous a permis d'avoir une efficacité du produit qu'on appelle aujourd'hui Crusoe, donc qui est supérieure à ce qui existe de mieux sur le marché, le DIT, une molécule de synthèse purement chimique, ou le meilleur répulsif de la nature qu'on appelle le PMD. Notre produit a une activité répulsive supérieure, parce qu'il y a tout simplement cette combinaison idéale de molécules odorantes qui excitent l'ensemble des récepteurs olfactifs du moustique tigre de façon hyper efficace. Donc ce produit Crusoe est maintenant sur le marché, est commercialisé depuis 2 ans. Et aujourd'hui, l'histoire nous permet de progresser, de montrer qu'on est aussi actif contre les tiques, d'autres espèces animales envahissantes, en particulier sur le bassin méditerranéen. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu en montrant que l'interface chimie-écologie pouvait être extrêmement profitable, contrairement aux préjugés qui peuvent exister de temps en temps, que face à des problèmes environnementaux comme la pollution du sol, la pollution de l'eau, le développement des espèces exotiques envahissantes, il existait des solutions fondées sur la nature, qui s'appuient sur des connaissances en écologie scientifique, donc assez pointues, mais qui sont fonctionnelles, performantes. Et pour qu'elles soient viables, il faut les valoriser grâce à ce concept de l'éco-catalyse, donc une catalyse minérale totalement biosourcée, qui permet de revisiter complètement la chimie et de la rendre beaucoup plus éco-responsable, en tous les cas, qui s'inscrit en tout point dans les objectifs du développement durable. C'est précisément la chimie durable. Et voilà. Et pour finir, donc voici une photo de quelques chercheurs du laboratoire qui sont un mélange de chimistes, d'écologues et parfois même d'anthropologues. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'ensemble de ces activités que j'ai développées très rapidement, sachez qu'un livre qui résume tout ce travail va paraître à l'invitation de l'ARSC. Je vous remercie à votre tour pour votre attention et maintenant, bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre aux questions qui sont peut-être venues au fil de cette présentation. Merci beaucoup, Madame Grison, pour cette très belle conférence. Philippe, est-ce que tu as des questions par rapport au chat de la Web TV? Ou sinon, peut-être Hélène. Oui. Vas-y, Philippe. Bonsoir. Oui, une question de Géraldine Gouillet, donc qui est professeure de chimie au laboratoire Cobra, donc CNRS Université INSA. Alors, plusieurs questions. Donc, est-ce que les conditions réactionnelles sont identiques par rapport à la catalyse classique? Est-ce qu'une chimio- ou stéréosélectivité est observée? Troisième question, est-ce qu'il y a des relargages possibles de catalyseurs biosourcés, leaching? Et enfin, est-ce que la recyclabilité est identique par rapport à la catalyse classique?
Oui, oui. Alors, bah, merci pour ces questions d'une chimiste, évidemment, qui me plaisent beaucoup. La première chose qu'il faut savoir, en fait, c'est que, bon, je l'ai dit très vite, hein, mais les éco-catalyseurs n'ont pas la structure des catalyseurs conventionnels. Donc déjà, leur réactivité va être différente. En général, on les considère comme des matériaux bifonctionnels. Ils ont au moins deux sites réactifs, ce qui nous permet de faire beaucoup de réactions en tandem, de développer deux propriétés au sein d'un même catalyseur. Par exemple, une capacité oxydante et une capacité donc basique. Donc déjà, réactivité différente. Alors, on ne les met pas en œuvre dans les conditions de la catalyse conventionnelle parce que pour nous, le deuxième défi, c'est de les utiliser dans une chimie qu'on a essayé de revisiter pour qu'elle limite au maximum son empreinte environnementale. Donc, on fait beaucoup d'efforts là-dessus pour utiliser les techniques de la chimie verte. Donc, ils parleront très probablement à cette collègue, je crois peut-être reconnaître, moins de nom, son nom m'est familier. Donc, activation micro-ondes, mécanochimie, etc., pour limiter l'usage de solvants, voire s'en passer, parce que c'est quand même un des défis de la chimie de synthèse, un fort impact en termes de quantité de déchets. Essayer d'éviter tout ce qui est problématique en termes de toxicité, d'écotoxicité. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour calculer chaque jour, hein, nos indicateurs environnementaux sont là pour ça, notre empreinte environnementale, la réduire. Et c'est vraiment l'occasion rêvée pour nous d'utiliser ces éco-catalyseurs dans une chimie repensée, reconstruite, avec un objectif très exigeant en termes de performance environnementale. Donc, autre question maintenant, est-ce qu'il y a du relargage? Alors, au début, on travaille beaucoup en catalyse hétérogène. C'est la technique la plus simple pour recycler le catalyseur. Donc, du coup, c'était quelque chose qu'on regardait. Est-ce qu'on est vraiment catalyse hétérogène ou est-ce qu'il y a un petit peu de relargage? On travaille beaucoup là-dessus. Donc, on a fait du supportage de nos éco-catalyseurs pour éviter tout relargage. Et à partir du moment où la technique de dépollution de l'eau par les poudres végétales que j'ai montré tout à l'heure, la biosorption, a fonctionné, on s'est dit, on peut peut-être se permettre de travailler en catalyse homogène, ce qui est très agréable pour nous parce que des solvants compatibles avec la chimie verte, il n'y en a pas tant que ça, ils sont souvent très polaires, de l'eau, de l'éthanol, du glycérol. Donc là, on était en catalyse homogène, mais ça ne nous a pas gênés puisqu'on savait récupérer ces métaux par nos poudres végétales, par biosorption. Donc, on pouvait très bien les récupérer sans impacter donc le milieu solvant, l'eau par exemple. Voilà. Très bien, merci beaucoup Madame Grison pour ces réponses. Alors, vous avez déjà un remerciement de Pierrick Gandolfo que Hélène Castel connaît assez bien ici. Donc, merci infiniment pour la clarté de cette présentation. Géraldine Gouillet qui vous pose une question complémentaire. Donc, avez-vous testé la chimie en flux avec un catalyseur en cartouche? Alors oui, ça nous est arrivé. Merci effectivement pour la question parce que je ne l'ai pas cité. Je parlais d'activation micro-ondes, de mécanochimie. Je n'ai pas parlé de chimie en flux. Donc ça nous est arrivé. Je sais que c'est une spécialité donc à Rouen en plus, donc je comprends très bien la question. Alors pour l'instant, on n'a pas de résultats super pertinents en chimie en flux. Alors on n'est pas non plus spécialiste. Peut-être que dans l'avenir, on s'adressera à nos chimistes de Rouen qui ont peut-être plus d'expertise que nous dans ce domaine. Mais on n'a pas encore dégagé voilà, la réaction éco-catalysée idéale pour être performant en chimie en flux. Mais bon, j'espère que ça viendra. On s'est équipé. On n'a pas oublié que c'était une technique puissante. Il faut qu'on trouve la bonne opportunité. En répondant à cette question, ça me rappelle que je n'ai pas répondu à la question sur la stéréosélectivité, qui était aussi dans la liste des questions tout à l'heure. Alors, nos catalyseurs d'origine végétale n'ont pas de centre de chiralité, hein. C'est quelque chose qui est complètement minéral. En revanche, on travaille sur du supportage de support naturel chiro pour induire une stéréosélectivité intéressante. Donc ça n'a pas la maturité peut-être de tout ce que j'ai évoqué dans le passé, mais c'est quelque chose évidemment qui est très intéressant. Très bien, merci de nouveau. Pas de nouvelles questions pour l'instant. Je laisse peut-être Béatrice et Hélène prendre la suite pour des échanges entre les participants. Moi, je veux bien vous poser une question, professeur Grison. Donc, je trouve que vous avez à chaque fois, à des problèmes, trouvé des solutions.
en utilisant la nature. Nous, on a aussi des pollutions en France. Alors, elles sont peut-être plus spécifiques ou plus bizarres, notamment les pesticides, par exemple, dont on parle et qui sont, par exemple, aussi très cancérogènes et qui posent d'autres problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un espoir dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des pistes de recherche? Et Oui. vous pouvez nous éclairer? Oui, bah écoutez, tout à fait. La poudre végétale et la technique de bioabsorption que j'ai évoquée a été étudiée dans ce contexte-là. J'ai beaucoup parlé de pollution métallique, moins de la pollution organique, mais on l'a étudiée, notamment dans le cadre des polluants organiques persistants. Beaucoup de pesticides, des insecticides, des herbicides, les molécules qu'il y avait dans les filtres solaires il y a quelques années, qui sont quand même pas mal répandues aussi. Donc on a montré qu'on pouvait en capter un certain nombre. Tout est très lié à leur balance hydrophile-hydrophobe, mais on a publié il n'y a pas si longtemps donc un article en fait qui décrit cette capacité à capter un certain nombre de polluants organiques persistants dans l'environnement. On a notamment travaillé sur l'exemple célèbre et triste de la chlordécone qu'on arrive à très bien capter. Et là, en ce moment, on travaille sur des herbicides qui sont utilisés dans la culture de l'ananas en Polynésie française, où on arrive aussi à avoir donc une certaine efficacité avec ces filtres végétaux. Donc, la capacité de dépollution est intéressante et motivante. En revanche, là, on n'a pas trouvé de valorisation qui ait du sens et qui soit performante et qui puisse soutenir ces efforts de dépollution. Donc ça, c'est le point faible actuel pour pouvoir déployer ces technologies au niveau industriel. Est-ce que vous pensez qu'elles viennent du fait que vous avez une solution spécifique à chaque contamination spécifique et que, par exemple, en France, on serait surpris que personne ne soit intéressé par l'idée de dépolluer les eaux, notamment la Seine ou toutes les rivières et toutes les Oui. terres agricoles. Est-ce que vous pensez que c'est le problème d'une solution spécifique à un problème spécifique et est-ce que la clé, ce serait de trouver quelque chose de plus large, on dirait euh, pan blocage en fait de pesticides ou d'engrais? C'est-à-dire quelque chose qui serait plus large de spectre et qui serait plus valorisable? Enfin, c'est une question ouverte. Oui, alors en fait, il n'y a pas une solution généraliste. C'est-à-dire que c'est vrai que face à un contexte de pollution, si on parle d'une pollution au cuivre qui peut émaner de la viticulture, on a une solution qui peut fonctionner, mais qui va être propre à la pollution qui est due au cuivre. Quand on travaille sur la capture d'un insecticide qui a été répandu un petit peu partout, en fait, la solution est différente. C'est une solution à façon, parce que ça reste de la science, et donc ça reste très technique. Et ce qu'on nous propose parfois, qui peut pas fonctionner, en fait, c'est arriver au niveau d'une station d'épuration où il y a une arrivée de polluants d'origine très diverses, de structures chimiques extrêmement variées qui n'ont pas de point commun. Là, on fera rien. On sera complètement inefficace, on sera dépourvu de solution, mais c'est devenu trop compliqué. Donc, il y a un mélange trop complexe de polluants. Il faut qu'on travaille, je vais dire, le plus en amont possible, là où la source de pollution est émise avant que ça soit dispersé dans l'environnement. Ça, c'est une contrainte, mais qui est complètement liée à la nature technique et scientifique de la solution. Bon, après, ça doit pas être si surprenant que ça, parce que à la maison, on trie ses déchets, c'est parce qu'on s'est déjà projeté dans du recyclage, voire de la valorisation des déchets. C'est le même principe. Pour que le recyclage soit possible, il faut avoir pensé à séparer ce qui peut être recyclé de ce qui l'est pas, ou être en phase avec les techniques de recyclage opérationnel. Donc, on est dans le même scénario. Notre solution, elle ne peut être opérationnelle que vraiment sur des cas précis qui sont assez nombreux. Mais on ne peut pas traiter la pollution de façon trop tardive. Et l'idée de la station d'épuration, pour moi, est vraiment le reflet de ça. C'est trop tard. Quand tout est dispersé dans la nature, qu'il y a un mélange complexe de polluants, là, pour le coup, on ne voit pas trop de solutions. Donc, ça voudrait dire équiper peut-être des habitations de systèmes de filtrage des eaux Alors avant. éventuellement, voilà. Mais quand on travaille avec l'industrie ou même le milieu agricole, qui est quand même source de polluants de façon conséquente en termes de quantité, c'est pas anodin. À chaque fois, il faut qu'on trouve ce terrain d'entente, c'est-à-dire capter le polluant, je vais dire, le plus tôt possible. Au niveau de la chimie, c'est relativement facile, c'est en sortie de réacteur. C'est la meilleure solution. Quand on est sur des activités qui se passent dans la nature, c'est plus compliqué. Mais dans les sites miniers, on a réussi. C'était capter les effluents en sortie de galerie minière avant qu'ils soient rejetés dans la rivière la plus proche.
Donc, il y a des solutions possibles, mais il faut vraiment que ça soit pensé de cette façon-là pour qu'on ait une action concrète et crédible, en fait. S'il n'y a pas d'autres questions, je veux bien continuer parce qu'on est à l'Université de Rouen, évidemment, dans une politique où on veut faire un effort particulier sur comment préserver la nature et comment nous, on peut travailler, en fait, dans ce contexte pour améliorer nos effluents, nos déchets. Vous parliez de recyclage. Moi, peut-être que votre point de vue peut nous éclairer. Nous, on se demande dans le laboratoire comment on peut faire, comment on peut contribuer. Alors, on nous dit, venez à vélo. Alors oui, c'est bien, mais ça nous aide pas beaucoup. C'est-à-dire, au quotidien, dans notre laboratoire, dans nos effluents ou dans nos tris, est-ce que vous avez des idées, des choses à nous partager? Alors, au niveau de la chimie, ce sera plus facile pour moi, Oui, ça c'est évident. Je pense que la chimie en flux voilà, qui est très développée justement au laboratoire Cobra, c'est super parce que forcément, en fait, déjà, ça sensibilise pardon, tous les chimistes en fait, à l'impact environnemental d'un procédé de chimie, donc de fait. Et puis, comme il va y avoir une technique qui est extrêmement intéressante pour minimiser l'empreinte de la chimie, ça va être apprendre à mettre en place des calculs d'indicateurs environnementaux qui sont édifiants, qui sont très formateurs pour mieux comprendre l'impact qu'on peut avoir et là où sont les points faibles. C'est aussi ce que fait un petit peu le réseau Labo 1.5, c'est identifier vraiment les vrais centres de pollution qui sont problématiques, qui ne sont pas toujours ceux qu'on a anticipés au départ. Donc c'est très intéressant de faire un effort au niveau de sa recherche pour développer un outil dans son domaine qui va avoir une plus-value en termes de réduction de l'empreinte environnementale, parce que très vite, ça va nous conduire à calculer notre empreinte environnementale et être sensibilisé à ce qui est plus acceptable aujourd'hui. Donc en fait, ça va de pair, ça s'enchaîne très vite. Et donc, je pense que c'est la bonne démarche dans chaque laboratoire de recherche. C'est vrai ça peut se faire à deux échelles. Il y a le geste citoyen, venir en vélo, qui est bien sûr, faire attention à l'éclairage quand on part, on quitte son bureau, son labo, etc. Mais ça, pour moi, c'est des gestes de bon sens. Mais je pense qu'en tant que chercheur, on a tous l'opportunité de développer des nouveaux outils, puis de les évaluer pour minimiser l'empreinte environnementale de ces activités scientifiques. parce que s'il y a pas d'autres questions, j'en ai encore. Notamment, on a le plaisir aussi de vous inviter. On va pas s'en cacher, hein, parce que moi personnellement, mais je crois que je suis pas la seule, je vous trouve très inspirante. Voilà. Et j'ai compris, j'ai compris aussi que je trouve qu'il faut pas trop vous le dire parce que vous ne pouvez pas être réduite à ce rôle de femme. Et justement, je voulais vous demander votre avis sur cette question-là. Mhm. Et je ne dois pas être la première parfois à vous inviter en vous mentionnant cet aspect-là, c'est-à-dire que je mets un petit peu l'accent sur le fait que, puisque vous êtes une femme, et je suis heureuse de vous recevoir et de vous inviter, et je suis heureuse. Et en fait, là, c'est vraiment un point de vue philosophique. Comment vous arrivez à gérer cette question-là? Je pense que vous devez sentir que des fois, ça ne vous valorise pas, alors que vous êtes déjà très valorisé par tout ce que vous faites. Mais comment, en fait, vous vous projetez dans cette question-là? Est-ce que vous êtes heureuse d'en parler et de transmettre et de dire qu'en tant que femme, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne et qui aurait l'air de dévaloriser toute votre action? Alors non, moi ça me gêne pas. Euh, je considère que dans certains secteurs qui me sont chers, vous avez vu l'activité minière, des activités qui sont quand même assez dures. Le contact industriel est dur, donc être une femme n'est pas facile. Je le reconnais volontiers. Je pense qu'on le sait toutes. Voilà. Peut-être qu'on nous considère comme plus vulnérables au départ, donc que la relation n'est pas forcément simple. Mais après, je veux dire, ça fait longtemps que ça m'impressionne plus, j'ai envie de dire. Mais en revanche, moi aussi, hein, j'aime bien hein, discuter de ce sujet parce que j'ai quand même un constat qui est assez positif. Je sais que dans cette période, on essaie de beaucoup parler, d'encourager les jeunes femmes, les jeunes étudiantes à s'engager dans les sciences dures où elles sont pas très représentées pour voilà, des normes socioculturelles qui leur expliquent très jeunes qu'elles ne sont pas faites pour ça, alors qu'on a strictement prouvé l'inverse, que d'un point de vue cognitif, c'était très étudié aussi, il n'y a pas de différence majeure et qu'il n'y a aucune raison objective, il y en a moins, et on en parle souvent de façon négative. Alors, moi, mon constat, il n'est pas négatif. Ok, je serais ravie que en chimie, en physique, en mathématiques, il y ait plus de femmes, c'est une évidence, mais quand je regarde là où les femmes sont très représentées,
Je trouve ça très positif. À savoir, on voit dans le domaine de la santé qu'il y a beaucoup de femmes. On voit que en fait, le pourcentage de femmes est très élevé, même à un niveau de qualification hyper élevé. Dans le soin quotidien, c'est évident, mais chez les médecins aussi, il y a beaucoup de femmes. Donc les femmes sont très engagées dans tout ce qui touche à la vie, à la santé. Pareil dans l'éducation. Les femmes sont surreprésentées, c'est pas une découverte. Moi, je suis en train de remarquer qu'en écologie aussi, il y a beaucoup de femmes très engagées. Tout le monde connaît Greta Thunberg, c'est un exemple, il y en a beaucoup. Donc je trouve que le choix et l'engagement des femmes en sciences a beaucoup de sens et a beaucoup de valeur. Donc moi, je trouve pas ça négatif, hein. Je trouve que c'est une richesse, c'est bien. Alors évidemment, hein, s'il y en avait partout, ce serait super, hein, mais je trouve qu'il n'y a pas qu'une analyse négative du manque de femmes dans le milieu scientifique. Elles sont présentes, il faut les encourager à aller dans les disciplines qui leur correspondent, parce que quand ça leur plaît en maths, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas présentes, mais elles sont aussi très présentes dans des sciences très nobles qui représentent beaucoup de valeurs humaines, où elles font des choix selon leurs convictions personnelles et non pas des choix de carrière. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Et pourquoi on ne le dit pas plus, quoi? On est toujours sur un constat négatif, mais il y a aussi un constat très positif. Ouais, je vous remercie hein, pour cette réponse. Je pense elle nous plaît beaucoup, elle nous convient. Je ne sais pas si Béatrice, tu voulais reposer des questions au professeur Grison. Non, merci beaucoup Hélène pour ta question parce que c'est vrai qu'elle a englobé et Madame Grison, vous avez parfaitement répondu sur voilà les femmes dans le monde scientifique. Moi, j'adore votre analyse parce que c'est vrai qu'il faut positiver et c'est vrai qu'il y a des endroits où il y en a plus que d'autres et il faut encourager les jeunes dans ce sens. Est-ce que vous, dans votre recherche, vous avez rencontré vraiment des obstacles? Tout à l'heure, on échangeait un petit peu. Vous parliez de difficultés dans certains pays. Est-ce que voilà tout Oui, oui. oui, je pense que je l'ai ressenti. Parfois, on me l'a signifié, excusez-moi, donc de façon très ouverte. Hein, j'ai pas oublié une réflexion. Je me souviens aller négocier un contrat au Japon. Donc, on m'a dit que je n'y arriverais jamais parce que j'étais une femme. Ça, je l'ai pas oublié. Donc, en fait, oui, ça fait pas plaisir, c'est pas très encourageant, mais j'y étais. J'y étais, ça s'est très bien passé. Je garde un excellent souvenir de mon séjour au Japon avec des industriels de la chimie qui m'ont très bien accueilli. On s'est très bien entendu. Et du coup, ça a été un encouragement pour moi. Il faut pas s'arrêter aux préjugés. Je vais dire aux idées toutes faites, comme quoi ça va être plus difficile pour une femme. En fait, je pense aussi qu'une femme quand elle est convaincue que ce qu'elle fait a du sens, a une énergie considérable, va vraiment dépasser largement les préjugés qu'on peut entendre à droite et à gauche. Donc, je pense qu'il faut rester concentré sur l'essentiel, ces valeurs positives, cette motivation personnelle, les valeurs qu'on veut défendre, faire ce qu'on aime faire parce qu'on y croit, parce qu'on considère que ça a beaucoup de sens. Voilà, il faut rester concentré là-dessus et laisser de côté toutes ces remarques désagréables qu'on entend forcément à un moment ou à un autre, et finalement qui sont pas très intéressantes, quoi. Faut vraiment les laisser de côté. Merci beaucoup pour votre réponse. Je ne sais pas, Philippe, s'il y a d'autres questions ou si d'autres collègues Non, veulent pas intervenir. d'autres questions dans le chat. Il y avait juste des remerciements de Géraldine Gouillet en fait pour vos réponses et pour ce travail inspirant justement. Donc, voilà, c'est tout. D'accord. Je ne sais pas, Hélène, si tu as d'autres questions. Sandrine. Ah, Sandrine. Oui, merci. Mais je remercie moi aussi professeur Grison pour la conférence et elle a utilisé des mots qui donnent envie et j'espère qu'ils vont inspirer beaucoup de jeunes, notamment les jeunes filles, à s'engager dans les métiers de la recherche. Et je voulais savoir justement si au cours de la carrière, il y avait eu des rencontres avec des rôles modèles des mentors, enfin si au cours de votre carrière vous avez été aussi encouragé et quel rôle vous jouez aussi aujourd'hui Oui. auprès des plus jeunes dans les labos, je vois votre équipe, savoir si c'est important pour vous. Alors oui, j'ai eu notamment une femme, j'y pense spontanément, mais qui m'a beaucoup aidée. Alors qui est, que beaucoup de chimistes ont connue, Isabelle Ricolat, qui a été directrice de recherche au CNRS, qui a essayé d'animer toute cette chimie durable avec beaucoup d'énergie. C'est une des premières qui m'a fait confiance. Parce que je peux vous assurer que la première fois où j'ai dit que j'allais faire des catalyseurs en chimie avec des plantes, euh, c'est très compliqué, hein. Quand les choses sont très nouvelles, c'est difficile de les faire accepter. Personne n'y croit. Elle y a cru.
Et donc, elle m'a vraiment beaucoup encouragée. Donc, je la remercierai jamais assez parce que si elle n'avait pas été là, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, en fait, les rencontres que l'on fait sont les plus beaux souvenirs, mais ce sont aussi, je veux dire, les catalyseurs de la science qui permettent d'avancer, débloquer des situations parfois désespérées, décourageantes. Donc, ça, c'est une superbe rencontre. C'est vraiment une personne qui m'a beaucoup aidée. Après, mon métier premier n'était pas de développer une interface chimie-écologie. Je travaillais initialement à l'interface chimie-biologie-santé. Quand j'étais à l'université de Nancy, c'était en fait mon domaine de prédilection que j'aimais beaucoup. Et pourquoi j'ai évolué et je me suis engagée dans l'écologie scientifique, eh ben, je le dois à 4 jeunes étudiantes, donc je ne peux que remercier aussi, qui sont venues me solliciter quand je suis arrivée à Montpellier en me demandant de l'aide. Donc, tout le monde connaît les TIPE dans les classes préparatoires que l'on doit développer et qu'on présente au concours d'entrée aux grandes écoles. Donc, 4 jeunes étudiantes sont venues me demander de l'aide pour répondre à une question qui, à l'époque, paraissait complètement farfelue. Peut-on dépolluer avec des plantes? Et en fait, au début, pour moi, c'était, mais comment je vais vous en aider alors que moi, je travaillais sur les bactéries virulentes. Donc, j'aurais demandé un peu de temps pour lire et je me suis laissée passionner en fait par ce sujet. J'ai fait aussi de belles rencontres en écologie où j'ai rencontré des collègues. C'était un peu compliqué parce que quand on est chimiste, on n'a pas la même culture, le même vocabulaire, le même raisonnement. Mais je fais de très belles rencontres aussi qui m'ont passionnée et qui m'ont tout simplement orientée vers un choix complètement différent. J'ai abandonné mes activités antérieures pour me lancer à fond dans ce que vous avez vu, ces premiers éco-catalyseurs, la restauration écologique des sols miniers. Donc c'était une aventure avec des risques considérables, mais là encore, moi, j'ai été soutenue par des collègues, donc hommes et femmes, hein, mais j'ai bien en tête qu'il y avait là encore des femmes qui étaient vraiment très positives et qui m'ont beaucoup encouragée, avec lesquelles je garde beaucoup de contacts, parce que c'est vraiment une richesse au quotidien, c'est hyper important. Et donc, c'est pour moi un souvenir merveilleux, hein. Franchement, les rencontres humaines sont ce qui font le plus avancer. La science peut être compliquée au quotidien, mais c'est la bonne rencontre qui fait toujours progresser. Ça, c'est le critère absolu numéro un. En termes de personnes, moi, il y a 2 personnes qui m'inspirent. Alors, c'est assez classique. Alors, évidemment, Marie Curie, sa vie, son parcours, son humilité aussi, pour moi, sont des modèles de référence absolue. Et j'aime beaucoup aussi la philosophie d'Edgar Morin, donc un sociologue français remarquable. J'aime beaucoup son esprit positif, qui a envie de construire, qui a si bien formulé que pour avancer, bah, il fallait être positif. Et quand on est dans la résignation, l'éco-anxiété, le pessimisme, on ne pouvait pas trouver d'idées, de voies, c'était impossible. Il fallait être dans ce schéma positif pour avancer, trouver les bonnes idées. Donc là, moi aussi, c'est un modèle que je trouve remarquable et j'espère qu'il restera parmi nous encore très longtemps. Alors, je Merci beaucoup. souris Je quand crois vous que dites ça parce que au Cancéropole Nord-Ouest, quand vous êtes intervenu, on avait invité Edgar Morin avec C'est vous. vrai? Oui. Et pour des raisons un petit peu de santé, c'est devenu compliqué de se déplacer. Mais en fait, on avait souhaité, parce que nous fêtions les 20 ans du Cancéropole, ouvrir effectivement nos interventions et vous étiez un co-invité avec Edgar Morin. D'accord. Ok. Oh, j'aurais pu le rencontrer. Ça aurait été formidable. Exactement. On aurait aimé, mais c'est intéressant que il y ait une synthèse de pensée, Oui, oui. c'est très chouette. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne pense pas. Non, pas d'autres questions, Béatrice. Non, non. Merci Philippe. Bah, écoutez, Madame Grison, vraiment, on vous remercie très sincèrement de nous avoir dédié un peu de votre temps et de nous avoir plongé dans votre univers de recherche innovant, passionnant. J'espère aussi que les auditeurs qui ont suivi cette conférence auront aussi un apport de nouvelles connaissances et de votre message très positif. Merci beaucoup pour cette vision très positive. Et donc, bah, nous vous souhaitons à tous une excellente soirée et bah, nous allons nous quitter. Je vous laisse le mot de la fin, Madame Grison. Écoutez, merci à tous. C'est toujours voilà un plaisir d'échanger au niveau des collègues scientifiques de Rouen. Euh, Très très contente de savoir aussi qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés sur le développement durable.
c'est vital, c'est vraiment quelque chose, je veux dire, à partager dans le milieu scientifique avec les jeunes. Donc, je suis ravie de savoir, de découvrir à cette occasion tous les efforts qui sont faits donc à Rouen. Donc, bravo, et puis merci encore pour votre invitation et bien sûr votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Merci, bravo. À bientôt. Merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir.